Bon, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette dernière conférence qui est en l'occurrence une table ronde sur les objets connectés. Je remercie les gens courageux qui sont encore là avec nous. J'espère qu'on va vous faire passer un bon moment et que vous allez apprendre des choses intéressantes sur les objets connectés qui sont un sujet peut-être un petit peu mystérieux pour plus ou moins une grande partie d'entre vous, on verra. J'ai avec moi deux invités de qualité que je vais laisser se présenter. Guillaume d'abord peut-être. Absolument, Guillaume Aurine, enchanté, ravi de faire cette dernière session et effectivement merci. On va essayer de le faire en mode un peu comme à la maison. Donc moi je m'occupe du product marketing chez Salesforce, donc tout ce que vous voyez comme innovation de la Silicon Valley, je suis en charge de la porter dans notre pépinière d'entreprises françaises, que ce soit des startups, des moyennes entreprises ou des grands comptes. Donc je suis ravi d'être là sur ce sujet qui me passionne. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Julien Lebescon, je travaille chez Google. J'accompagne un certain nombre de clients et exclusivement des clients du Nord d'ailleurs, de la famille Mullier, dans la navigation dans les méandres du digital pour développer leur business et évidemment pour les aider à bien utiliser nos solutions, qu'elles soient publicitaires ou technologiques. Alors on va commencer par une question simple qu'on n'avait pas prévue, mais c'est pas grave. Juste une question pour qu'on pose bien les choses. En fait, on parle beaucoup d'objets connectés depuis plusieurs années. Julien, toi tu me disais, il y a une grosse accélération qui est en train de se faire sur les objets connectés. C'est vrai que, alors je suis venu avec mes petits objets connectés à moi. Vous avez un Google Home que vous connaissez sans doute puisqu'il est commercialisé en France depuis le mois d'août et puis les ventes s'accélèrent. Et ce que vous ne trouverez pas en France encore, et je ne sais pas si vous le trouverez un jour en France, c'est le Amazon Echo à votre droite, donc Amazon Echo Show, donc il fait en fait la même chose que le Google Home, mais il a un écran en plus. Donc voilà, c'est une petite évolution de la chose. Ces deux objets connectés, là on parle beaucoup d'assistants personnels ou d'agents conversationnels, mais c'est pas que ça les objets connectés. Donc juste avant qu'on démarre et qu'on fasse un peu un panorama de tout ça, votre définition à vous de l'objet connecté, c'est quoi pour vous un objet connecté? Je sais que vous n'avez pas tout à fait la même approche, alors j'aimerais bien la connaître. Je ne sais pas qui de vous deux veut commencer, Guillaume ou Julien, sur le sujet. Oui, avec plaisir. Donc, je pense que vous connaissez à peu près tous Salesforce. Globalement, les objets connectés, pour nous, c'est plus un positionnement où on va faire le lien entre toutes les données qui remontent de ces objets connectés, qui sont stockées sur des plateformes généralement cloud, et finalement, quelle expérience engageante on va proposer aux clients. Donc, on fait la passerelle, en fait, et ça fait 2 ans qu'on a lancé une plateforme qui s'appelle IoT Cloud, qui fait le lien entre les données des objets connectés et les clients, pour pouvoir engager, je vous donne un exemple, Nespresso travaille avec nous, ils mettent des machines à café dans les entreprises. En fait, en avance de phase, on arrive à prédire une anomalie sur cette machine et à détecter un technicien de maintenance qui va pouvoir intervenir sur site. Donc grâce à toutes les solutions à Salesforce pour la dépanner, mais aussi ça leur a permis de changer le business model, c'est-à-dire de faire détecter des consommations de cartouches de Nespresso et pouvoir, en fonction de la consommation, envoyer des cartouches automatiquement, donc créer automatiquement une commande dans Salesforce pour aller livrer l'entreprise le lendemain avec ses cartouches pleines. Voilà. D'accord, donc chez Salesforce, on est dans l'objet connecté plutôt B2B, on va dire, pour simplifier les choses un peu grossièrement, alors que chez Google, c'est pas tout à fait ça l'objet connecté. Après déjà, si on définit l'objet connecté en tant que tel, la définition elle est quand même assez simple. C'est un objet avec lequel on peut faire un lien avec un service digital quel qu'il soit, qui a une utilité pour son utilisateur final, qu'il soit un consommateur ou une entreprise. Après, Google n'a pas de définition à lui. Google produit depuis peu des objets connectés, mais à la limite, un smartphone, c'est aussi un objet connecté en soi. Mais c'est vrai nous, on aborde les objets connectés sous 2 prismes. Le prisme vers le consommateur, et tu as parlé de Google Home, c'est un exemple. Et aussi, avec des similarités ou des différences avec Salesforce, on a derrière tout un tas de services qui vont aider les professionnels à en tirer parti pour leurs besoins. Alors, peut-être que Guillaume, tu voulais déjà rebondir? Oui, pour essayer de démystifier un peu, il y a eu beaucoup de choses sur les objets connectés. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes les annonces du CES. Moi, j'ai eu la chance de participer aux 2 derniers CES à Las Vegas. Et on s'aperçoit qu'il y a 2 ans,
tout était connecté. On connectait des parapluies pour essayer de le retrouver, pour savoir ce qu'il était. Donc moi j'ai à peu près une 50aine d'objets connectés chez moi. Je crois que dans 20 ans, on pense, voilà, en 2020, pardon, il y aura à peu près 8 objets connectés en moyenne par foyer dans le monde. Donc sachant qu'on est 7,5 milliards, vous imaginez le nombre. Donc là on est à peu près à 28,8. Aujourd'hui, tous nos clients, que ce soit Tesla, que ce soit KUKA sur de l'industrie, que ce soit Canon, Philips, qui sont des clients Salesforce que vous voyez là, même Google, on vient d'annoncer un gros partenariat ensemble, donc on rentrera dans le détail après. Mais voilà, aujourd'hui, il y a eu cette guerre des objets et puis il y a eu l'effet gadget, donc il y a eu beaucoup de déboires et de problèmes sur l'expérience produite par ces objets. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cet objet doit être ramené sur une expérience client engageante et comment on va les utiliser. On travaille beaucoup avec Fitbit, je pense que vous connaissez pas mal Fitbit, donc toute la partie objets connectés est créée avec Salesforce derrière. Et ce qu'on a détecté chez Fitbit, c'est quand on a connecté ces objets, on pouvait créer des communautés pour qu'en fonction de votre activité physique, vous avez des coachings et des coachs en nutrition qui viennent interagir pour conseiller les gens en fonction de cette activité. Donc ça va plus loin en fait, c'est quelle expérience vous voulez vraiment proposer aux gens autour de ces objets. Je pense que c'est la clé. Et si vous allez au CES cette année à nouveau, il y aura 50% des startups qui auront disparu, qui ont lancé un objet connecté l'an dernier. Donc voilà, il faut choisir un peu quel type d'expérience vous voulez choisir. Mais tout part de là, tout part du modèle d'usage de ces objets pour pouvoir détricoter jusqu'à l'objet, quoi. Alors, justement, le modèle d'usage est extrêmement important. C'est vrai que il y a quelques années, on parlait beaucoup des objets connectés. En fait, c'est pas un sujet qui est nouveau, hein. Ça fait 2-3 ans qu'on en parle vraiment énormément. Et de mon point de vue, moi, de simple consommateur ou de spécialiste de l'expérience utilisateur, on a finalement découvert qu'il y avait quand même beaucoup d'échecs, beaucoup de non-usage de ces objets connectés. Julien, toi, tu voulais peut-être revenir justement sur un peu l'histoire de tous ces objets connectés et expliquer un peu pourquoi justement aujourd'hui ils revenaient un peu dans la place. On a déjà vu quelques exemples avec ce que tu disais, Guillaume, Nespresso en mode B2B, mais vous, aujourd'hui, vous débarquez, enfin Google, quand je dis vous, c'est Google, débarque très fort avec Google Home dans la suite de ce qu'a fait Amazon. Alors pourquoi on en arrive aujourd'hui à finalement des objets qui commencent à prendre quand même pas mal sur le marché, et finalement qui commencent à générer vraiment de la valeur, des revenus dans le retail, mais pas que, en fait, on voit aussi que c'est dans le service. La réponse courte, c'est enfin, ils peuvent être utiles. Alors, et la réponse longue, c'est que finalement, on se trouve dans ce qu'on pourrait qualifier de troisième révolution digitale. Alors la personne de chez Ocado tout à l'heure disait que l'intelligence artificielle était déjà dépassée. Pas tout à fait mon point de vue, mais disons que si on reprend la première révolution digitale, déjà, c'était l'apparition d'Internet sur nos PC. Ça paraît déjà loin, mais c'était il y a que 20 ans. Et pour la première fois, on a pu accéder à l'information, au divertissement et à tout un tas de services d'une manière très différente. Ça se faisait dans des schémas assez rigides, sur des sessions qui étaient préméditées et longues. La deuxième révolution, c'est celle du mobile, qu'elle, encore une fois, ça paraît vieux, mais ça a que 10 ans. Et cette révolution, elle a consisté à mettre la puissance de l'ordinateur d'avant dans nos poches. Et c'est ce qui nous fait arriver au moment où on se dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être le seul objet où on se sent vraiment mal si on en est séparé. Et c'est, voilà, tout le monde peut s'y refléter. Et ces téléphones, ils ont induit deux choses. C'est que l'usage du digital a explosé grâce à eux, puisqu'on a vu que déjà, à côté d'eux, l'usage des ordinateurs n'a pas baissé. Et on s'est mis en France à utiliser nos téléphones en moyenne, on dit 2 heures par jour. oui, puis en fait aujourd'hui, les gens utilisent plus le mobile que l'ordinateur. Enfin, Voilà. en France, on a basculé, je crois, cette année, mais il y a d'autres pays où le basculement s'est fait depuis déjà bien longtemps. Exactement. Donc ça, c'est le premier changement emmené par le mobile. Et le deuxième changement, c'est le fractionnement des usages. On n'est plus sur des sessions préméditées et longues, on est sur plein de petites interactions, des dizaines, voire des centaines par jour, et même des fois la nuit. Donc ça, c'est la deuxième révolution. Et la troisième révolution, c'est celle de l'intelligence artificielle. Et de sous-discipline, on a entendu parler de machine learning tout à l'heure. Donc c'est l'auto-apprentissage des machines. Qu'est-ce que ça implique ? Il y a plein de choses dont on peut parler, mais peut-être on va retenir deux choses. C'est qu'on a de nouvelles possibilités d'interaction avec la machine, par la voix, mais aussi par l'image. Et c'est ces deux formes d'interaction qui sont innées, à la différence de tout ce qu'on a eu jusqu'ici, où il fallait taper sur un clavier, il fallait scroller, il fallait faire tout ce que vous voulez, mais ça, on a appris à le faire. Toutes ces interactions, celles-ci, elles sont innées. Et la deuxième chose que ça introduit, c'est cette capacité de la machine
à rentrer dans des interactions multiples avec vous, à vous répondre du tac au tac, de manière intelligente et surtout de plus en plus intelligente et adaptée à votre contexte. Donc tout ça, si je mets les 3 phénomènes bout à bout que j'ai un peu expliqués, on s'est habitué à utiliser Internet de manière de plus en plus ambiante. Aujourd'hui, on ne dit plus on se connecte à Internet avec un smartphone. En fait, on vit sur Internet. Des nouvelles interactions par la voix et l'image et la capacité de la machine à nous répondre intelligemment. C'est ce terreau qui permet aujourd'hui aux objets connectés de devenir utiles aux gens et donc d'avoir du succès. Parce que finalement, il n'y a que l'utilité qui fait le succès. Alors, justement, on parle de facilité d'usage et justement, c'est pour ça que j'ai apporté mon petit Google Home et mon petit Amazon Echo. Il y en a 2 autres exemples à l'écran que vous pouvez voir. Enfin, vous pouvez voir le premier modèle qu'a mis en place Amazon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces objets-là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont leurs utilités, puisque finalement, la question importante dans tout ça, c'est à quoi ça sert? Et je pense que ça, c'est pas une réponse évidente à apporter. Alors, comment vous voyez ça, vous, en fait les enceintes intelligentes, parce que finalement, quand on parle d'objets connectés, on va parler de plus en plus souvent d'enceintes intelligentes et puis d'interfaces conversationnelles, d'agents vocaux. Voilà, c'est ça les objets connectés qui vont envahir les foyers dans les années qui viennent. Alors oui, juste pour reprendre simplement comment la chaîne des objets connectés fonctionne. Au départ, vous avez un objet dans lequel on met un processeur, dans lequel on va mettre... alors on travaille beaucoup avec Sowi, je ne sais pas si vous connaissez la filiale d'EDF, une start-up que EDF a lancée sur la station connectée. Donc derrière, en fait, ce processeur qui est mis dans l'objet va remonter via une connectivité une donnée sur une plateforme, un Big Data Store, pour les plus experts. Voilà. Ces Big Data Store, c'est la plateforme Google, par exemple. C'est exactement le cas de Google Home. Hein. Vous avez une connectivité Wi-Fi. Il y a plusieurs types à l'intérieur. Il y a du Bluetooth aussi. Et donc, vous récupérez ces données. Et en fait, les entreprises ont du mal aujourd'hui. Elles stockent toutes ces données, mais elles ont du mal à en tirer en temps réel un bénéfice. Donc aujourd'hui, je vous prends l'exemple de Michelin, avec qui je travaille beaucoup et qui est un de nos gros clients. 90% des pneumatiques aux États-Unis sont déjà connectés depuis 10 ans par des puces RFID qui sont dans les pneumatiques. Donc ils remontent depuis 10 ans une quantité astronomique de données dans ces Big Data Stores. Je ne sais pas si vous voyez les pneus poids lourds, c'est des pneus qui ont une technologie assez en avance. Aujourd'hui, ils se demandent comment générer du business avec ça. Et c'est un peu le sujet de notre conférence, c'est comment est-ce qu'on crée du commerce et de l'e-commerce. Donc comment on crée du commerce avec ces données qu'on a mis et stockées dans des gros data centers. C'est un peu notre rôle maintenant, c'est de faire le lien avec le client. Donc aujourd'hui, on est capable, sur des pneumatiques, de détecter un taux d'usure et de faire de la prédiction, de dire, voilà, vous en êtes à 15%, on pense que tel pneumatique risque de crever. Donc on peut déjà envoyer une offre commerciale à un client en avance de phase et être hyper proactif, simplement en remontant ces données sur une plateforme cloud. Et je pense qu'on a vu une convergence juste à partir de début janvier, entre 3 grosses plateformes, principalement, qui remontent ces données, puisque le fait de mettre ces données dans le cloud, elles sont disponibles pour tout l'écosystème. Et c'est ce qui présente un intérêt chez Michelin. Vous prenez une donnée d'un pneumatique, vous la mettez sur une plateforme cloud, elle est disponible pour Euromaster, elle est disponible pour un distributeur chez Michelin, et même directement pour le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les clients de Michelin peuvent suivre en temps réel l'usure et l'usage des pneumatiques, le taux d'humidité, la pression, etc. Donc pour les mines, c'est 15% de bénéfices quand vous savez exactement si vous couplez l'usure du pneu avec les intempéries, vous savez exactement que vous allez perdre 15% de productivité dans l'exploitation d'une mine. Donc vous imaginez, en couplant toutes ces données de pneumatiques en réel avec de l'externe, vous arrivez à avoir des capacités industrielles dupliquées. Et aujourd'hui, ce que nos clients nous demandent, c'est ces données, comment je les exploite et comment je les rends intelligentes. C'est pour ça que tous ces modèles de machine learning arrivent. Et c'est pour ça que dans la maison, il s'est concentré à 3 grandes plateformes avec Amazon, Apple, et avec Siri, Apple évidemment, et puis Google. Donc c'est vraiment 3 grandes plateformes de convergence. Et bien sûr, on travaille aussi avec des plateformes industrielles type Schneider Electric. Donc aujourd'hui, tous les buildings connectés de Schneider Electric, ils équipent 30% des buildings dans le monde. Ça se voit pas comme ça, mais ils sont connectés avec Salesforce. Et on est capable, avec des chutes de tension, de détecter une anomalie et de pouvoir envoyer un technicien sur place si le générateur de tension a un problème de puissance. Voilà. Donc c'est tous des cas d'usage aujourd'hui. C'est tombé dans le domaine du grand public d'abord, et puis on voit que le domaine industriel a préempté ce sujet et tire des bénéfices incroyables de toutes ces données.
Déjà, là, je réagis. En fait, déjà, là, on parle d'objets connectés, mais finalement, c'est des objets connectés qui sont un peu invisibles dans notre environnement. Bon, là, on a parlé du domaine industriel avec les pneus, mais on peut très bien imaginer que demain, dans la maison, par exemple, on puisse prévoir l'état d'usure des ampoules et qu'on puisse prévenir un utilisateur qui doit changer son ampoule électrique, etc. Donc là, on parle de l'objet connecté qui est dans notre environnement, qu'on ne voit pas forcément, qui est invisible, mais qui remonte de l'information et qui permet de faire du prédictif, et en quelque sorte qui va permettre de créer un service de prévision, un service de vente, etc. Avec les enceintes intelligentes, on est quand même sur autre chose encore. On est sur de l'interaction homme-machine. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, finalement, c'est des interactions qui sont complètement naturelles. C'est-à-dire que parler à une machine, écouter une machine, a priori, ça ne nécessite pas d'apprentissage, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur la question, ce n'est pas si évident que ça. Mais à considérer que ces enceintes qu'on voit là, qui sont posées comme ça, et que beaucoup d'Américains commencent à poser dans leur cuisine ou dans différentes pièces de leur maison, on sait qu'elles vont aussi être intégrées bientôt dans les automobiles, peut-être dans la télévision, peut-être dans un réfrigérateur, enfin partout, peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'on va échanger beaucoup avec ces objets par la voix, sans doute aussi par la vision, sans doute aussi par le toucher, parce que finalement, en fait, on va mélanger les interactions. On a parlé aussi de cette capacité future d'un Google Home, peut-être à identifier la personne qui est en train de parler simplement en le filmant. Mais du coup, moi, si je me mets à la place d'un consommateur, qu'est-ce que je vais y gagner? Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? À quoi ça sert ces trucs-là? Parce que c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Moi, je connais bien l'histoire d'Amazon. Au début, Amazon se sont dit on va faire une enceinte connectée pour piloter l'éclairage de la maison, pour piloter la domotique de la maison. Et puis en fait, ils se sont très vite rendus compte que ce que faisaient les gens avec Amazon Echo, c'était d'écouter de la musique. Donc ils ont poussé le bouchon là-dessus. Et puis au fur et à mesure, en fait, ils ont développé des applications en fonction de ce que demandaient les gens. Donc écouter de la musique. Alors Amazon, on pensait naturellement à passer des commandes en ligne sur leur store. Mais en fait, si vous faites l'expérience, c'est pas du tout aussi évident que ça en a l'air de commander un produit par la voix, parce que vous dites, bah tiens, je voudrais remplacer des croquettes pour mon chat. Oui, quelle marque? Telle marque, oui, mais alors sur cette marque-là, tu veux quoi exactement comme croquette? Donc c'est pas si évident que ça à faire, parce que c'est quand même des objets qui, pour l'instant, ont du mal à mener des dialogues humains. Donc pour le consommateur, qu'est-ce qu'on veut lui apporter concrètement? En fait, je pense que l'utilité là, elle est sous forme de simplification, de praticité dans la vie de tous les jours. Et en fait, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est aussi un terreau favorable à rentrer dans une ère qu'on pourrait qualifier d'une ère d'assistance. C'est pour ça que souvent, en fait, moi, je voudrais un peu dépasser cette notion juste d'objet d'une enceinte, parce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière ça. C'est surtout les programmes intelligents que ces enceintes embarquent, qu'on appelle justement par ce mot assistant, quel que soit Google, Amazon ou Apple qui le fassent, c'est toujours le même nom. Et en fait, ils sont là pour nous aider à faire des choses. J'entendais beaucoup parler de friction tout à l'heure dans une précédente intervention. En fait, ils sont là pour nous aider à enlever des frictions dans notre vie de tous les jours. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi aussi je dépasserais les enceintes, c'est qu'au-delà du programme intelligent, et comme tu l'as dit, ils ont vocation à vivre indifféremment sur plusieurs surfaces, à condition qu'ils apportent quelque chose, un bénéfice à l'utilisateur. Et donc ce bénéfice, à mon avis premier, c'est celui de la simplicité, de la rapidité dans les choses qu'on fait dans le quotidien. Donc ça va vivre potentiellement effectivement dans la voiture, sur l'électroménager, sur d'autres objets connectés qu'on ne connaît probablement pas encore. Mais en gros, si ça marche, c'est que ça nous aide à faire les choses plus simplement. Je peux donner des exemples peut-être dans le retail, à la limite, oui. On va l'illustrer pour être vraiment concret. On ne sait pas encore tout ce que ça va bien pouvoir faire dans un univers retail, mais on peut déjà assez facilement s'imaginer 3 cas d'usage assez simples. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites une liste pour vos courses, dans le pire des cas, vous l'écrivez sur un papier, donc vous recommencez de zéro à chaque fois, et vous l'amenez avec vous en magasin et vous la raturez au fur et à mesure. Dans le meilleur des cas, vous l'écrivez sur votre smartphone, des fois à partir d'une liste existante, mais vous allez encore à chaque fois devoir rentrer et rallumer votre téléphone pour dire « Ok, j'y ai bien pensé ». Imaginez-vous que vous pouvez dropper à la volée à votre assistant, quelle que soit la surface, un assistant comme ça, ou votre téléphone ou autre chose, tous vos besoins au fur et à mesure de la semaine, et qu'à la fin, vous arrivez au moment du choix, soit vous pouvez passer par une commande drive ou livraison à domicile, et même si vous voulez aller en magasin, vous allez embarquer cette liste sur votre téléphone,
Et en faisant vos courses, vous allez pouvoir dire, le riz c'est bon, l'iPad c'est bon, et vous n'allez plus jamais prendre votre téléphone dans la main. Gain de temps, praticité. Deuxième exemple, dans l'univers de la mode ou de la décoration, on sait très bien que quand on veut s'inspirer sur quoi mettre dans sa maison ou quoi mettre sur soi, on aime bien s'inspirer sur plein de trucs, plein de gens, plein de magasins. Je crois qu'on a des images qu'on pourrait... Et tout ça, c'est plutôt compliqué. Avec la reconnaissance d'image, finalement, on va pouvoir... tiens, si je trouve le pull de madame devant assez sympa, je vais pas toujours oser lui dire quelle marque c'est, où est-ce que tu l'as acheté, ou même si tout simplement je le vois dans une maison où je connais pas trop bien les gens, je vais poser juste l'image sur mon téléphone qui va la scanner et me dire cette table en fait voilà où tu peux l'acheter, ou alors voici d'autres tables qui y ressemblent et qui peuvent te plaire. Donc tout ça, encore une fois, on est dans la simplification et la praticité. Et d'ailleurs là, on peut presque commencer à rajouter, parce que là j'étais très fonctionnel finalement jusque-là, mais on peut rajouter une touche d'émotionnel parce qu'il y a du plaisir qui vient là. Et je vais donner le troisième cas. Prenons un cas de parfumerie par exemple. Je veux prendre un rendez-vous pour un diagnostic maquillage. Aujourd'hui, si je dois le faire avec les outils dont j'ai à ma disposition, c'est soit je vais devoir me déplacer dans le magasin pour prendre le rendez-vous, soit je vais le faire depuis Internet et ça va me prendre entre 5 et 10 clics. Et on sait le coût d'un clic pour l'utilisateur aujourd'hui, c'est de la déperdition à chaque fois. Demain, je vais pouvoir dire mettez-moi en contact avec Sephora, elle va me demander de quoi j'ai besoin, je vais lui dire d'un diagnostic maquillage, elle va me dire très bien, elle va me dire dans quel magasin, je vais lui dire le magasin. Elle va me dire, voilà les horaires disponibles. Je vais lui dire, très bien, je choisis celui-là. Et il n'y a même plus besoin de communiquer les données, puisque les données sont intégrées directement dans le programme et dans l'assistant. Donc du coup, on transmet à Sephora le nom de la personne, son numéro de téléphone, et c'est fini. Donc ce que je mettais peut-être 5-10 minutes à faire, je vais pouvoir le faire en 1 ou 2. Donc voilà des usages et des intérêts et des utilités qui font qu'il y a une vraie chance que ce soit utilisé, une vraie chance que ça apporte du business demain à un commerçant. Du point de vue de Salesforce, justement, est-ce que vous avez des cas d'usage comme ça en tête Oui. Dans le retail ou pas? Oui, dans le retail, alors on travaille énormément. Adidas, c'est un très très gros client Salesforce. Toute la plateforme mobile d'Adidas vient de dépasser le $1 milliard de chiffre d'affaires avec Salesforce. Donc quand vous allez sur adidas.com, en fait le site est fait avec Commerce Cloud de Salesforce. Donc ils ont atteint 55% de leur chiffre d'affaires sur mobile. Et bien sûr, les clients mobiles, c'est un objet connecté qui permet de proposer une nouvelle expérience en magasin. Donc on permet en fait de géolocaliser, de faire de la gestion de trafic pour savoir où les clients sont passés, pour mieux faire du merchandising en boutique et pouvoir même faciliter la relation avec un employé. Vous essayez une paire de chaussures. Aujourd'hui, vous pouvez intégrer de la lumière dans du contenu dynamique dans une application mobile. Vous passez avec votre application mobile Salesforce en magasin et en fonction de la fréquence de la lumière, ce qu'on appelle le Li-Fi, en fait, communication via la lumière, vous pouvez proposer typiquement un contenu sur une paire de chaussures Adidas et vous pouvez dire si elle est disponible en stock dans ce magasin-là ou la précommander et voir même le vendeur qui est hyper spécialisé. Vous appuyez sur ce bouton et le vendeur va venir avec un iPad et il a aussi l'historique de ce client pour pouvoir venir l'aider, le conseiller en boutique. Donc tout ce qui est clienteling, application de clienteling et onboarding de tous les employés, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous, puisqu'on considère que c'est ce que Michelin appelle la symétrie des attentions, c'est qu'il faut équiper aussi bien les employés en magasin que les clients, parce que sinon les deux peuvent être frustrés. Évidemment, quand ils rentrent en relation, si un employé n'est pas au top niveau de la technologie, alors que le client, lui, l'est, il faut pouvoir proposer de la technologie simple pour que les gens puissent se l'approprier. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les retailers, le niveau de maturité de comment est-ce que j'embarque cette technologie change, parce qu'il y a quand même beaucoup de freins des fois à découvrir des nouveautés. Donc ce qui se passe, c'est qu'on l'essaye sur une marque, sur une boutique pilote, et puis quand on voit que ça marche, on peut le grandir. On travaille beaucoup avec une start-up, qui n'est plus une start-up maintenant, mais qui s'appelle ZenConnect. Ils équipent toutes les bornes Wi-Fi en fait, des retailers, donc les KFC, les McDonald's, aussi dans les grands centres commerciaux et de loisirs. Et donc, c'est eux qui gèrent toute la maintenance et ils peuvent, grâce à des connexions Wi-Fi, détecter des zones de trafic et reproposer ça à leurs clients pour dire est-ce que vous avez bien géré
votre emplacement de boutique, ou est-ce que dans votre magasin, en fonction des animations, les gens passent toujours par tel niveau, et ce qui permet aussi de créer une expérience globale. On travaille beaucoup aussi avec des entreprises, je pense que vous connaissez Aldébaran, les robots Pepper. On travaille avec une start-up qui s'appelle Spoon.ai qui est en train de faire un carton parce qu'ils ont fait une intelligence artificielle émotionnelle pour les robots. Quand vous mettez un robot en point de vente, moi c'est ce que je dis aux retailers, on en a parlé ce matin, mais je travaille beaucoup avec eux là-dessus. Quand vous mettez un robot à l'entrée, c'est pas là que vous apportez de la valeur. Une interaction humaine avec un robot, ça dure 2 minutes 30. Et si vous n'avez pas d'émotion, les cas d'usage sont très faibles. C'est scanner un produit pour savoir est-ce qu'il est disposé dans la boutique. C'est proposer une carte bancaire avec des promotions, typiquement, voire même un espace dédié d'animation. Mais en fait, le robot, il serait beaucoup plus intelligent de le mettre à la caisse, là où justement la zone de friction est énorme et où on constate que si j'ai oublié, et il vous arrive souvent de voir un petit papy, une petite mamie qui dit « Oh là là, j'ai encore oublié ma carte de fidélité dans la voiture ». C'est super frustrant parce qu'ils ont un billet de 110 € à payer en caisse. Et donc, encore une fois, comment est-ce qu'on peut digitaliser juste cette expérience au moment du paiement? Je pense que c'est un vrai challenge et on travaille beaucoup là-dessus. Donc, aujourd'hui, effectivement, la technologie le permet. Et je pense qu'au niveau robot, il y a énormément à faire encore dans l'expérience en boutique pour pouvoir même inventer une expérience de scanning des produits au fur et à mesure que l'on passe sur déjà des historiques de consommation. Avec un peu comme Amazon Go le fait déjà un petit peu, en tout cas ils essayent. Amazon est aussi un client Salesforce, donc on travaille vraiment beaucoup sur ces sujets. Là on a parlé un peu des devices, des appareils, on a vu qu'on pouvait finalement faire de n'importe quel objet, on pouvait faire un objet connecté. Finalement, c'est pas tant la technologie de ces objets-là qui font leur intelligence, mais c'est le fameux sujet dont on parle beaucoup depuis 1 an, c'est l'intelligence artificielle et les données. Justement, est-ce qu'il est finalement facile de créer un objet connecté sans la data, sans l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est facile à faire si on n'est pas Google, si on n'est pas Salesforce? Est-ce que si moi demain Auchan je décide de créer ma propre technologie, je pourrais arriver à créer pourquoi pas un petit Google Home qui permettrait de prendre des commandes chez les gens directement? À quel point c'est difficile d'arriver à faire ça? Et pourquoi vous êtes en position de force pour le faire? Et je ne voudrais pas faire de la publicité pour vous, mais vous êtes réellement en position de force. Mais je pense que c'est important que les gens comprennent bien pourquoi et à quel point c'est difficile d'arriver à fournir des services qui sont naturels, qui sont justement dits naturels ou invisibles, comme on a vu avec les pneus connectés ou d'autres objets connectés. C'est une question qui est pas simple, mais je pense que si je prends ton exemple de dire est-ce que Auchan pourrait créer un mini Google Home, je pense que c'est le bon point de départ. Finalement, là où ça fonctionne pas, c'est que on demande à un client d'acheter un objet juste pour l'usage Auchan, c'est-à-dire faire des courses chez Auchan. Et je pense que vous, là, où les gens dans la salle se disent bien qu'ils ne le feraient pas. Parce qu'en fait, on a besoin d'un usage universel. Idéalement, les gens préféreraient un objet, idéalement, qui sait tout faire. Donc c'est ce côté couteau suisse, en fait, et pas besoin de s'équiper de 150 trucs pour faire, qui est recherché. Donc c'est peut-être ça qui met en position de force certaines entreprises. Et oui, derrière, il y a besoin de beaucoup d'intelligence. Je donne un exemple. Finalement, le premier à avoir sorti un programme intelligent comme ça, c'était Apple, avec Siri. Apple y a finalement pas trop cru, je pense, derrière, puisque aujourd'hui Siri se retrouve à la traîne et a besoin de s'appuyer, alors c'était Bing de Microsoft hier, mais c'est Google aujourd'hui, a besoin de s'appuyer sur ce que Google sait pour répondre à ses utilisateurs. Donc finalement, oui, il y a une notion de données, il y a une notion de données à la base, et puis après il y a une notion d'auto-apprentissage, mais je pense qu'au-delà de la donnée, il y a surtout la couverture des usages. À combien d'usages différents je suis capable de répondre. Et plus on est capable de répondre à des usages différents du quotidien, et encore une fois, je reviens un peu toujours à ça, mais c'est quand même toujours la philosophie de Google, comme d'à peu près toutes les entreprises que j'ai entendues aujourd'hui, on revenait toujours là, c'est quoi l'utilité? Qu'est-ce que je délivre au client à la fin? Et si on délivre au client quelque chose de parcellaire, il ne va pas suivre. Alors, cette utilité, elle n'est pas forcément facile à prédire et à deviner en réalité. Est-ce que le bon cheminement qu'on n'aurait pas à faire en tant qu'entreprise, c'est de se dire aujourd'hui, moi,
j'ai plein d'interactions avec mes clients, avec mes employés, etc. Je génère en permanence de la donnée. Cette donnée, il faut la récolter, ça c'est une première chose. Et ça, je pense qu'on est assez capable de le faire. Je veux dire, connecter des objets à une base de données, c'est pas compliqué. Mais après, il faut la structurer, cette donnée-là. Et plus que de la structurer, c'est d'arriver à en tirer un parti et finalement aussi à en détecter des usages. Je ne voulais pas parler de ce mot-là, mais on parle beaucoup de sérendipité. Il y a beaucoup de choses qui sont créées comme ça dans la Silicon Valley. Justement, Guillaume, tu me parlais de ça, de cette capacité qu'a Salesforce à partir de données existantes de pouvoir créer des nouvelles données plus riches, exploitables et finalement commercialisables. Et c'est ça aussi quand même le vrai enjeu finalement. Oui, il faut que ce soit utile, mais pour que ce soit utile, il faut d'abord apprendre de ce qu'on a, conserver les données, apprendre de ce qu'on a de ces données-là et être capable de détecter des opportunités. C'est pas forcément si simple parce que moi, je connais des gens dans le Nord, notamment un grand VA10 qui travaille sur un programme d'assistance avec Google Home qui va permettre de suivre sa commande en ligne. Ça vient tout de suite à l'esprit, mais finalement, c'est un usage très basique. Et est-ce que c'est vraiment que ça qu'on attend de ces objets connectés ou est-ce que c'est beaucoup plus? Et est-ce que les usages, ils ne sont pas encore à inventer, mais en ayant cette capacité à aller chercher dans la donnée? Et c'est avec l'intelligence artificielle qui est capable de le faire en fait aujourd'hui. Alors, si je peux répondre un peu parce que je travaille sur l'intelligence artificielle depuis une année. Maintenant, on a lancé une plateforme d'IA avec 14 technologies chez nous. Donc, l'IA, je pense que vous connaissez un petit peu. 70% des gens en France en ont peur. C'est un sondage du Figaro. En fait, il ne faut pas en avoir peur. Il faut saisir cette opportunité pour l'apporter dans votre business. Ce que je peux dire, en tout cas, sur l'IA, c'est qu'on en est au niveau de... On est comme si on élevait un enfant de 4 ans. Donc on débute, on a fait un prototype avec AXA sur de la reconnaissance d'image sur une voiture accidentée qui permet de savoir quelle prime d'assurance et quelle expertise et quel expert on peut faire passer pour justement être plus performant dans la gestion de cette prime d'assurance. Sur les modèles sémantiques, aujourd'hui on arrive à scanner tous les emails qui sont envoyés à un vendeur et à pouvoir tout de suite identifier quel contact dans son CRM ou quelle opportunité, sans avoir même à ouvrir Salesforce, on doit le rattacher. Donc c'est toutes des choses qui vont simplifier la vie et on pense que d'ici 2 ans on va libérer 20% du temps en plus aux gens, juste avec ces petites fonctionnalités très précises qu'on apporte à nos systèmes. Et pour revenir sur la partie intelligence, on pense que dans 3 ans, on va être plutôt vers à élever des enfants de 18 ans. Donc ça veut dire que ça va très vite et je pense qu'aujourd'hui, l'interconnectivité des plateformes entre Google, Salesforce et puis d'autres acteurs est super importante parce que c'est comme ça qu'on va créer une plateforme, je dirais un peu multi-horizon où vous allez pouvoir utiliser cette donnée à des fins marketing ou à des fins commerciales, des fins de service client pour pouvoir mieux gérer vos clients demain. C'est vraiment le message, c'est que il faut aujourd'hui creuser ces sujets pour être prêt pour demain. Sinon, il y a de fortes chances, et ce que disait le Gartner, c'est que si vous n'embarquez pas des solutions de data et d'intelligence artificielle, en 2020, votre entreprise a 80% de chances de plus exister. Donc il faut s'y intéresser aujourd'hui pour préparer l'avenir, et je pense qu'il y a des choses à faire en prototypage très simple. Alors justement, pour tester. Comment vous pouvez faire vous aujourd'hui, vous Google, vous Salesforce, pour aider les entreprises à commencer à expérimenter avec ces objets connectés, avec ces assistants intelligents? Comment vous approchez vos clients et comment vous leur dites, nous, alors est-ce que vous venez avec une idée ou est-ce que vous étudiez leur marché et vous vous dites, tiens, il y a une opportunité là. Comment vous pouvez les aider concrètement à avancer sur ces sujets? Voilà, il y a 2 axes. Le premier, c'est de les aider à s'interfacer dans ces assistants pour aller créer des services pour leurs clients. Donc en fait, il y a 2 manières de s'interfacer. Alors, je donne l'exemple de l'assistant Google, mais finalement, je pense que si vous travaillez avec d'autres types d'assistants, ça ressemble. Au final, mais il y a 2 types d'expériences qu'on crée pour les entreprises. La première, c'est ce qu'on appelle des applications, ce qui finalement ressemble un petit peu à l'usage d'une application mobile. C'est-à-dire que l'utilisateur va invoquer la marque. Et à partir de là, Google donne la main à l'entreprise pour que de A à Z, elle gère ce qu'il se passe dans l'application vocale. Donc
Là, ça peut prendre des exemples que je décrivais tout à l'heure, hein, finalement, du plus basique au moins basique. Mais oui, tu dis qu'un suivi de commande, c'est basique, mais en fait, c'est déjà un besoin parce qu'on accélère un suivi de commande si on le fait par la voix par rapport à retourner sur le site, se loguer à son compte et ainsi de suite. Donc, même si c'est simple, déjà, tout ce qui est fait 2 ou 3 fois plus vite qu'hier va être utilisé. Et après, oui, on peut sophistiquer les choses. Si, par exemple, toutes les enseignes alimentaires aujourd'hui sont en train de venir, comme le disait Michel-Édouard Leclerc ce matin, sur le créneau du sain, du bien manger, toutes ces choses-là. Si demain vous intégrez un coach nutritionnel par la voix, c'est beaucoup plus simple que d'aller rechercher plein d'informations sur un site web. Il va pouvoir tout de suite vous dire sur ce que vous avez dans votre panier, si c'est bon pour votre santé, comment il faut changer votre alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Donc ça, c'est la partie applicative. Après, il y a une deuxième intégration qu'on appelle intégration directe, qui là est un processus où Google gère tout le processus de A à Z, mais va s'interfacer avec des flux clients. Et là, je pense que l'automatisation d'une commande est, je pense, le meilleur exemple pour le moment, peut-être basique. Et comme tu dis, tout est à inventer, mais aujourd'hui, une commande de Drive, vous allez sur le site, vous allez sélectionner vos 30 à 40 produits, vous passez tout le checkout, enfin voilà, vous connaissez très bien tous les irritants. Demain, vous pourrez dire tout ce que vous voulez et de manière assez fluide, vous arrivez jusqu'à la commande. Mais surtout, et c'est là quand je dis qu'il y a de l'interfaçage, la profondeur de l'interfaçage va transformer l'expérience. Si vous avez entendu parler du partenariat que Google a noué avec Walmart, par exemple, aux États-Unis, une des pierres angulaires de ce partenariat, c'est que la donnée d'historique des clients Walmart est interfacée avec la donnée Google, ce qui fait que quand quelqu'un va dire à son assistant « j'ai besoin de pâtes, de jambon ou de lait », en fait, l'assistant va savoir ce que ça veut dire des pâtes, du lait ou du jambon pour cet utilisateur-là. Il aura appris. Non, mais il saura l'historique d'achat, donc oui, il aura déjà appris, et il va savoir que le lait, c'est peut-être du Lactel bio par 1 litre, que le jambon, c'est plutôt du Herta braisé ou des choses comme ça. Vous aurez toujours la possibilité de changer, mais en tout cas, il va vous faire un canevas de base qui sera à 80-90% juste, et donc du coup, on sera encore dans cette utilité qu'on recherche. Donc ça, c'est la vision aider à aller vers les clients. Et après, il y a aussi la vision aider à prendre la charge de ce que vont représenter ces programmes-là pour les entreprises en termes de données et de gestion. Et là, similairement à ce que fait Salesforce, il y a toute une plateforme qui aide à collecter de la donnée, la structurer et la rendre, on va dire, utilisable concrètement pour leur business. Parce que, comme on dit, aujourd'hui, dans la donnée du monde, il y en a peut-être à peine 5% qui est réellement structuré pour être utilisé. Et on peut dire on le fait avec Google, Salesforce ou un autre, ou on le fait nous-mêmes. Ça, après, chacun son choix. Mais c'est sûr qu'il faut avoir conscience que Google et d'autres sont des boîtes qui bossent depuis 20 ans là-dessus. Donc, il y a forcément beaucoup d'investissements qui ont été consentis, beaucoup de recherches et d'ingénieurs qui sont sur les sujets. Et c'est sûr que c'est ce qui donne aujourd'hui l'avancement qu'on constate. Ça me permet on avait dit au début de session qu'on expliquerait un peu le partenariat qui est notre annonce entre Google et Salesforce la semaine dernière à San Francisco. C'est un gros partenariat entre nos deux entreprises, puisque sur trois parties qui peuvent aussi impacter vos métiers, c'est que, aujourd'hui, il y avait beaucoup de retailers qui voulaient utiliser Salesforce, mais une partie des data centers tournaient sur Amazon, donc c'était plutôt compliqué. Aujourd'hui, on peut faire tourner une application et la plateforme Salesforce sur vos data centers chez Google. Donc c'est quand même quelque chose d'important, surtout pour le monde du retail. Deuxièmement, toute la G Suite est intégrée à Salesforce, donc toute la partie collaborative. Donc les gens qui utilisent la G Suite ont des offres tarifaires à partir du moment où ils utilisent nos deux solutions. Et la troisième, c'est tout ce qui est Google Analytics. C'est la première fois que Google Analytics ouvre ses données pour aller faire des parcours personnalisés marketing sur la base des usages des clients sur ces données-là. Donc c'est quand même des 3 grosses annonces qui sont intéressantes, qui impactent nos clients en France et puis nos clients dans le monde. Et il y a une 4e partie qui n'est pas dans l'annonce, mais sur toute la partie Google Platform, donc toute la partie data que tu viens de souligner, Julien, c'est récupérer toutes ces données,
les envoyer à Salesforce pour pouvoir créer ces parcours de je peux créer une commande, je peux créer une demande d'intervention d'un technicien sur site, ou je peux créer une démarche marketing auprès d'un client à partir de toutes les données qui sont dans Google. Donc c'est aussi des automatisations de journée qui sont super compliquées à faire pour les retailers, puisque souvent c'est des personnes qui ont un panorama mondial, et avoir une solution qui passe vite à large échelle sur plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs pays, ça demande énormément de ressources. Et nous, notre objectif, c'est justement laisser les clients se concentrer sur l'innovation et abstraire cette complexité. Donc nous, on gère cette technologie pour eux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de nouer tous ces partenariats et de voir comment l'écosystème va évoluer dans les prochaines années. Alors justement, on a parlé des bonnes choses, on va parler des mauvaises choses, parce qu'il y en a aussi dans les objets connectés. De votre expérience, c'était une question qu'on avait vue ensemble, c'est on a vu ce qu'il fallait faire pour que ça marche, et encore je pense qu'on n'a pas vraiment fait le tour de la question, il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire plutôt pour que ça marche pas, parce qu'il y a quand même pas mal d'échecs sur les objets connectés. Moi je pense aux objets de la santé notamment, il y avait des promesses énormes sur les montres connectées, etc. On voit quand même que ce n'est pas des marchés qui deviennent énormes en fait, en bout de compte. On a vu des tas d'objets connectés. Moi, je me souviens d'ailleurs d'un objet très amusant qui était la chaussette connectée, qui permettait en fait de savoir à quel moment il fallait laver ses chaussettes et puis à quel moment elles seraient usées et vous pourriez les jeter. Donc c'était un vrai projet, hein, donc très sérieux. Encore une fois, on va partir du point de vue du retailer aujourd'hui ou de l'offreur de services qui voudrait faciliter les interactions avec ses clients. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que justement cette expérience-là soit un échec? Et je pense que moi, qui suis un spécialiste de l'UX, je pense qu'il y a une dimension expérience utilisateur qui est extrêmement importante, notamment la dimension apprentissage. Tout à l'heure, on disait, mais c'est naturel de parler. C'est naturel de parler. C'est vrai que c'est naturel pour nous de parler entre êtres humains. Mais parler avec une machine, c'est très différent. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, c'est pas vrai que pour la France d'ailleurs, c'est vrai pour le monde entier. Les gens ont beaucoup de mal à parler encore à leur smartphone, même si je crois que chez Google, il y a quand même pas mal de requêtes qui sont faites à la voix, c'est vrai. Alors peut-être qu'aux États-Unis, ils sont plus en avance que chez nous, mais les gens sont quand même encore très gênés pour le faire. Comment on fait pour franchir ces obstacles d'usage? On a vu qu'on avait un besoin d'utilité, mais on a aussi des problèmes d'usage. Comment on fait pour éviter de se tromper là-dedans? J'ai un autre exemple, c'est le paiement sans contact en France qui est là depuis très longtemps et qui a mis un temps fou à percer tout simplement pour une question de manque de confiance, alors que la technologie était extrêmement sûre, elle était là, mais les gens ne voulaient pas utiliser le sans contact. Donc aujourd'hui, ça se fait, c'est naturel, on le voit partout. Comment on va passer à la voix? Comment on va se mettre à parler à nos machines, à nos objets, sans se sentir ridicule? Ou alors sans se retrouver face à des impasses, parce que c'est quand même encore beaucoup le cas. C'est pas lié à Google Home, mais avec Amazon, on a fait les tests. Des fois, on se retrouve dans des dialogues qui mènent à rien. Comment on va faire pour arriver à ce que les gens adoptent ces objets? Tu as posé 2 questions là. Ouais, j'en ai posé plein en fait. Hein. Non, mais en fait, il y avait une première question, c'est concrètement comment une entreprise peut faire pour pas faire d'erreurs ou de conneries si elle se lance, et après il y a comment on les rend utiles. Je pense que vous avez bien répondu déjà à la question technologique. On a vu que derrière on avait besoin de beaucoup de technologies qui étaient complexes. Voilà. C'est une chose. Après, du point de vue du consommateur, comment on fait pour que ça marche finalement? Donc, si une entreprise développe quelque chose pour que ça soit bon pour oui, ou j'imagine un service. Je ne sais pas si moi, je suis une banque demain, je voudrais pouvoir consulter, par exemple, mon compte en banque à l'oral. Voilà. Google, OK Google, j'ai combien sur mon compte en banque? Est-ce que c'est facile de faire ça ou pas en fait? Ça, c'est hyper simple. Ça revient aux 2 types d'intégration dont je parlais tout à l'heure, mais en fait, ça n'est que du flux de données, et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Finalement, le plus dur du travail, en fait, il y a 2 phases finalement dans tout ça. Il y a le socle. Et le socle, c'était 2 choses. C'était être capable, quand quelqu'un parle à une machine, que la machine soit capable de comprendre ce qu'il dit. Aujourd'hui, Google est arrivé au-dessus de 95% de reconnaissance. Vous ferez le test vous-même, même avec votre téléphone. Ça se trompe de plus en plus rarement. Je confirme, je fais le test moi-même. La reconnaissance des phrases est absolument la reconnaissance, on est à la quasi-perfection. Ensuite, il va se passer la même chose pour les images. Il faut ce socle aussi, où à chaque fois qu'on montre une image, ce soit reconnu, socle de base. Deuxième socle de base, que la machine soit capable, en interaction multiple,
de suivre là où va l'interaction et de sans arrêt apporter une réponse qui est pertinente et surtout pertinente à la personne qui la pose. Là, je pense qu'on a déjà beaucoup évolué, mais il y a encore du chemin à faire. Ça, c'est le socle. Après, tout ce que tu dis là, être capable pour une banque de dire à son client combien j'ai sur mon compte en banque, être capable pour un retailer alimentaire d'aider quelqu'un à préparer ses courses, ainsi de suite. Tout ça, c'est la phase des intégrations. C'est une phase qui a commencé depuis 1 mois chez nous. On est encore le seul en France. Amazon est là aux États-Unis, mais le seul acteur lancé en France, c'est nous. Apple va suivre, je crois, début d'année prochaine. Mais je pense qu'ils auront la même logique. C'est qu'en fait, pour que tout ça gagne en utilité, au-delà d'être bon à répondre, il faut avoir de la matière pour répondre. Et donc, cette matière pour répondre, elle va venir de l'interfaçage des entreprises qui vont y mettre leurs services. Et ça va se faire naturellement, puisqu'on voit déjà qu'aux États-Unis, Amazon a une douzaine de milliers d'interfaçages. Nous, on en a presque autant maintenant. Donc, ça va se faire assez sereinement. Après, la question qui se pose, c'est pourquoi une entreprise, elle va y aller, pourquoi elle va commencer à s'interfacer, et comment elle va éviter de se planter. D'ailleurs, je t'interromps, mais est-ce que c'est le moment maintenant? Est-ce qu'il faut attendre? C'est aussi une question, quoi. Quel est le bon timing? Le bon exemple, en fait, c'est que... Alors, je vais répondre au bon timing déjà, et après, je vais répondre à la question qu'on se pose après. Mais le bon timing, en fait, nous, ce qu'on fait dans la priorité des intégrations, notamment qu'on va gérer directement avec nos partenaires, c'est qu'en fait, le retail n'était pas le premier cas. Tout simplement parce que pour qu'on arrive au cas retail, il faut déjà qu'il y ait un usage assez large de la plateforme pour que ce soit utile et que le retailer ne mette pas de l'argent pour rien. Donc en fait, on commence dans l'ordre des cas qui sont les plus plébiscités. Et en fait, les cas les plus plébiscités sont finalement assez simples. C'est les cas domotique, les cas d'automatisation de certains services comme mettre quelque chose sur sa télé, lancer de la musique. Des cas aussi, donne-moi les news du jour, donne-moi la météo du jour. Ça, c'est des choses qui étaient prioritaires par rapport au car retail. Et petit à petit, on viendra au car retail. Après, pourquoi n'importe quelle entreprise, elle rentrerait là-dessus? En fait, la première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que ce que je vais apporter, ça va être plus simple, plus rapide ou plus pratique que ce que je fais déjà? Si la réponse, elle est non, évidemment, il ne faut pas se lancer. Si la réponse, elle est oui, il faut se lancer. Je suis désolé, je reviens toujours sur la valeur finale. La simplicité, quoi. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça au final. Et après, sur comment je vais le faire, si on donne quelques clés déjà, il y a quelques clés évidentes. C'est il ne faut pas vouloir transposer son expérience graphique avec un écran en expérience de voix. C'est fondamentalement différent. La deuxième chose, c'est qu'il faut penser le séquencement des dialogues. Il ne faut pas croire que les dialogues, ils se font comme ça. Nous, derrière l'assistant, en fait, on a embauché des nouveaux métiers dont on pensait probablement qu'ils ne viendraient jamais bosser chez Google un jour. Il y a des scénaristes de chez Pixar qui sont rentrés dans la boîte. Il y a des linguistes. Ce n'est pas un hasard. Le troisième élément, c'est que l'utilisateur, quand il vient vers vous, il a un contexte. Ce contexte, il faut en tenir compte. Le quatrième élément, et le dernier, c'est qu'une voix, c'est incarnant. Finalement, un site, c'est une plateforme sur laquelle la personne elle vient chercher quelque chose, mais c'est pas si incarnant que ça. C'est incarnant visuellement, mais c'est tout. Une voix, c'est une personnalité avec un ton, avec une chaleur différente, avec peut-être même une capacité à faire de l'humour. Tout ça, ça va dire quelque chose sur le service et sur la marque que vous êtes. Donc, il faut en tenir compte. Bon, je crois qu'on nous pousse dehors plus ou moins, on va bientôt terminer. Juste encore une question quand même, parce qu'elle est importante. On va s'arrêter juste sur les... Alors très rapide quand même sur les données personnelles, parce que c'est quand même un gros sujet et c'est une grosse appréhension. Alors si vous pouvez nous calmer nos appréhensions là-dessus, est-ce que vraiment on va être espionné tout le temps par ces objets ou pas? Est-ce qu'il y a un risque réel en fait d'intrusion dans la vie privée des gens? Parce que c'est quand même ce qui est une des grosses craintes actuellement. Oui, tous nos clients nous posent la question à partir du moment où ils travaillent avec Salesforce et on a cette question de sécurité de données personnelles. On travaille avec Natixis, typiquement, ils gèrent toutes les fusions-acquisitions sur Salesforce, donc ils cryptent une partie des données. Pour la santé, c'est encore un peu plus compliqué, avec le GDPR qui arrive en Europe aussi, donc on a toute une équipe qui travaille dessus. On travaille aussi avec Airbus qui a des données extrêmement sensibles, donc nous on est très très à cheval et la confiance est le maître mot. Et donc je pense que
il va y avoir de toute manière des régulations sur l'arrivée de l'intelligence artificielle pour gérer ces données. Les politiques vont bientôt rentrer en jeu. Nous, on a déjà pris une longueur d'avance puisque la technologie est déjà disponible et permet de faire des choses incroyables. Maintenant, aujourd'hui, on a passé toutes les sécurités inimaginables et possibles. Vous imaginez bien que c'est notre fonds de commerce, donc on se doit vraiment d'être au top de la sécurité. Mais voilà, je pense que... Julien, juste un petit mot, parce que tu m'avais raconté une anecdote sur un bouton que vous avez désactivé sur le Google Home. Alors, je vais répondre déjà sur la première question et ça je vais finir là-dessus. C'est qu'en fait ce niveau d'exigence sur un acteur comme Google il est énorme, il est fondamental. En fait c'est la clé de la confiance avec nos utilisateurs. Donc nous la réponse qu'on apporte à ça c'est une réponse par la règle, une réponse par la transparence. La règle c'est que en fait ce qui est enregistré et tout ce qui vient après le OK Google. C'est pas tout ce qu'on va bien pouvoir raconter, c'est OK Google et ce qui vient derrière. Une fois que l'interaction est finie, l'enregistrement se termine. Et d'ailleurs, il y a un signalement très clair sur ce qui est enregistré, c'est que la petite machine, elle fait de la lumière. Dès qu'elle fait plus de lumière, on n'enregistre pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, si c'est pas suffisant, c'est la transparence. L'utilisateur, dans son application Google Home, tout comme il le sait déjà sur son application Google quand il fait des recherches, il y a une transcription intégrale de tout ce qui a été enregistré. Et l'utilisateur a le choix après de durcir les règles. Il y a des paramètres pour durcir les règles en disant en fait je veux que ça se soit effacé tous les jours ou plus rapidement. L'anecdote que tu racontes, c'est que quand on a sorti le Google Home Mini, qui est la version qui ressemble à un galet de Google Home, il y a eu un défaut de fabrication qui faisait que le bouton poussoir en haut était resté activé et donc du coup l'enregistrement se faisait en permanence. Donc là, la réaction aurait pu être de dire tant pis, au prochain batch de Google Home Mini, on corrigera ça. Et jusque-là, on se débrouille. Tout simplement, on a désactivé la fonction bouton. Donc ça handicape un peu notre produit. Mais le plus important à la fin, c'est que ça soit le côté souverain, c'est le respect de l'utilisateur. Et c'est ça qui crée la confiance à la fin. Donc on a enlevé la fonction bouton. Très bien. Écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup. On s'arrête là. Merci à vous tous. Merci à tous. On posera les questions après, en dehors de la salle. Merci beaucoup.